Dans une petite ville de Géorgie, un tireur prend des gens pour cible. La police et le FBI commencent aussitôt des recherches pour trouver le meurtrier. Ils essaient de décoder les indices alors que les victimes continuent de s'accumuler. Ils feront tout pour arrêter le meurtrier avant qu'il ne fasse d'autres victimes. East Point, en Géorgie, est située à seulement 11 km au sud d'Atlanta. C'est une ville paisible de 40 000 habitants. Il n'y a là qu'entre 6 et 8 homicides par an. Le 1er mars 2001, un homme s'inquiétait pour sa mère. Il se rendit chez elle pour voir comment elle se portait. Il lui parlait au téléphone tous les jours, mais ce jour-là, elle n'avait répondu à aucun de ses appels. Il vit que les vitres de la voiture de sa mère avaient été fracassées. Il fit alors une découverte macabre. Quelques minutes plus tard, la police d'East Point et le lieutenant Russell Popham commencèrent une enquête pour homicide. On a découvert que la victime, une femme, avait été abattue de plusieurs projectiles. On estimait qu'elle était morte depuis environ 24 heures. Les policiers pouvaient déjà écarter une hypothèse sur le mobile de ce meurtre. Comme toujours, quand il s'agit d'un meurtre, on essaie de trouver le mobile du crime. Dans ce cas-ci, sa voiture n'avait pas été volée et elle avait toujours son portefeuille, ce qui indiquait que le vol n'était pas le mobile. Les enquêteurs identifièrent la victime. Il s'agissait de Pamela Clark. Ils trouvèrent également un insigne. La victime était agente de probation pour l'État de la Géorgie. Elle travaillait au service correctionnel où elle supervisait des ex-détenus en liberté surveillée. Comme les ressources d'enquête de la police d'East Point sont limitées, les policiers demandèrent l'aide du FBI et de la police d'État. L'agent spécial Pete McFarland du FBI faisait partie d'une escouade spéciale qui fournissait des services judiciaires aux services de police locaux. Plusieurs services de police de la région n'ont pas le matériel requis pour relever les empreintes digitales, par exemple. On recueille les empreintes sur les véhicules en vue de les identifier. L'agent McFarland constata que Pamela Clark avait pratiquement été tuée à bout portant. Le coupable avait tiré à travers la vitre et il était si près que des fragments de vitre s'étaient fichés dans le visage de la victime. Par conséquent, le tireur était tout près. On pouvait presque dire qu'il s'agissait d'une exécution. Le meurtrier avait été à la fois brutal et prudent. L'enquêteur Bobby Gray de la police d'East Point ne trouva aucune douille de projectile sur la scène du crime, malgré les nombreux coups qui avaient été tirés. Le fait qu'il n'y ait pas de douille pouvait signifier que le meurtrier avait un revolver. Tant qu'on n'en saurait pas plus, on devait présumer qu'il avait ramassé toutes les douilles ou qu'il avait un revolver. Vu le peu d'indices, les policiers croyaient que le meurtrier avait prémédité son geste. Il n'y avait aucune empreinte sur les lieux. C'était une scène de crime sans indice. Les enquêteurs voulaient découvrir qui pouvait souhaiter la mort de Pamela Clark. Pour trouver des réponses, ils se tournèrent vers le fils de la victime. Celui-ci parlait à sa mère tous les jours. Elle semblait être heureuse et ne lui avait jamais dit avoir des ennuis avec quiconque, même pas avec les ex-détenus dont elle était responsable. Pour les enquêteurs, ce meurtre semblait être le fruit du hasard. Le soir même, les enquêteurs firent du porte-à-porte dans le quartier. Ils étaient à la recherche de quelqu'un qui aurait vu des activités suspectes au cours des dernières 24 heures. Ils ne trouvèrent qu'un seul témoin.
He was in the shadow, though. And, La veille au soir, une femme avait entendu des bruits qui ressemblaient à des coups de feu. Ensuite, elle avait vu quelqu'un partir à pied, très calmement. Cette femme a affirmé avoir vu un homme noir mesurant 1,80 m et de stature moyenne. Il avait les cheveux courts. Elle était à 35 mètres de lui et il faisait assez sombre. C'est tout ce qu'elle a pu nous dire. Malheureusement, la femme n'était pas sûre de pouvoir reconnaître l'homme si elle le voyait. Le médecin légiste confirma plusieurs hypothèses avancées par les enquêteurs sur la scène du crime, notamment que Pamela Clark avait été assassinée 24 heures avant la découverte de son corps. Le médecin légiste identifia 4 blessures de projectiles, 3 sur la partie gauche de son torse et une autre près de son aisselle droite. Le fait que 3 de ces balles étaient très rapprochées confirmait l'hypothèse des policiers selon laquelle le meurtrier avait abattu sa victime à bout portant. Les enquêteurs obtinrent leur premier indice sur l'arme du crime quand le médecin légiste recueillit 3 projectiles de calibre 40 sur le corps. On avait recueilli 3 projectiles, et pourtant la victime avait 4 blessures. Les enquêteurs trouvèrent le 4e projectile dans le siège du passager. Il était également de calibre 40. Les agents furent surpris de trouver une pile de circulaires, de factures et de courriers dans le véhicule. Le fils de la victime expliqua que sa mère avait l'habitude de regarder son courrier dans sa voiture après l'avoir pris dans sa boîte aux lettres. Les agents remarquèrent quelques autres détails. J'ai pensé qu'elle avait fait monter des enfants à bord parce qu'il y avait des emballages de friandises. À partir des indices recueillis dans la voiture, des conclusions de l'autopsie et des témoignages, les enquêteurs mirent au point une reconstitution du meurtre et constatèrent que le coupable était brutal et calculateur. Les enquêteurs soupçonnaient le meurtrier d'avoir attendu l'arrivée de Pamela Clark chez elle dans la soirée du 28 février 2001, vers 19h30. Il semblait bien connaître l'horaire de la victime et savoir quand elle rentrait du travail. Il savait qu'il pourrait la piéger dans sa voiture au moment où elle regarderait son courrier. Les enquêteurs croyaient que le meurtrier avait pris le temps de ramasser les douilles de calibre 40 par terre ou qu'il avait trouvé un moyen de les recueillir à chaque coup de feu. Il était ensuite parti, laissant Pamela Clark mourir. Les policiers disposaient maintenant d'une hypothèse sur la façon dont la victime avait été assassinée, mais ils ne disposaient d'aucun suspect et le meurtrier était toujours en liberté. On devait déterminer qui avait commis ce crime. On avait les projectiles, on avait la voiture et le corps, mais rien d'autre. Les enquêteurs, comme le lieutenant Russell Popham de la police d'East Point, essayaient de comprendre pourquoi quelqu'un souhaitait la mort de Pamela Clark. On se plaît à dire dans notre métier que si on peut établir le mobile du crime, on peut alors le résoudre. On s'est aussitôt mis au travail en enquêtant sur les membres de sa famille, sur ses relations, de même que sur son travail d'agent de probation de l'État. Selon le fils de la victime, elle n'avait jamais mentionné avoir d'ennemis. Les enquêteurs se concentrèrent sur le lieu de travail de la victime où elle côtoyait quotidiennement des criminels dangereux. L'agent de probation a le pouvoir de renvoyer un criminel violent derrière les barreaux. Okay, here's our office. All right. Just look around and if you need me. Les policiers examinèrent les dossiers dont la victime s'occupait. Elle s'occupait, comme ses collègues, de 70 à 100 ex-détenus. On a essayé de voir si elle comptait bientôt révoquer la probation de l'un d'eux. Cette analyse nous a demandé environ 15 jours. Les enquêteurs demandèrent à tous les ex-détenus en liberté surveillée de Pamela Clark de leur dire où ils se trouvaient le soir où elle était morte. Devereaux, I'd like to talk to you. About? You familiar with Miss Clark? She's your probation officer. Yes. You know what happened to her? No. La plupart d'entre eux furent tristes en apprenant qu'elle avait été tuée.
Yes, where were you the night she was murdered? She's like a mom to me and everything. I mean, En interrogeant ces types, on a appris qu'elle était très appréciée. C'était une personne juste, presque une mère pour ses ex-détenus. On a interrogé plusieurs d'entre eux qui avaient commis des crimes graves et ils aimaient leur agente de probation. Don't go out of town. I'm not leaving town. Well, I'm going to be back and talk with you some more, okay? All right, no problem. Mais en examinant la centaine de dossiers, les policiers trouvèrent celui d'un individu qui avait un mobile pour tuer l'agent Clark et qui avait eu l'occasion de se familiariser avec ses habitudes de vie. On a trouvé un type dont elle comptait révoquer la probation sous peu parce qu'il avait échoué à un test de dépistage de drogue. En outre, cet individu vivait dans le même quartier que la victime. Cet homme s'appelait Thomas Moulton. You take a look at some mugshots and see if you can recognize some of Les enquêteurs mirent la photo de Moulton parmi d'autres photos qu'ils montrèrent aux témoins qui avaient vu un homme quitter la scène du crime à pied le soir du meurtre. Le témoin identifia formellement Thomas Moulton. Avec cette identification, les enquêteurs pourraient peut-être clore rapidement l'affaire. Le 15 mars 2001, 2 semaines après l'assassinat de Pamela Clark, les policiers obtinrent un mandat d'arrestation et un mandat de perquisition contre Moulton. Your hands. What's wrong? What did I do? What's wrong? Tell me what's going on, man. You're under arrest for parole violation. Au cours de leur recherche dans la maison de Moulton, les enquêteurs trouvèrent une veste comme celle que le meurtrier portait, selon le témoin. This looks like the jacket. Yeah, it sure does, doesn't it? I wonder if that's it. Les policiers firent également une découverte troublante. Il y avait une boîte de projectiles de 9 mm dans sa chambre. On savait que les projectiles utilisés pour le meurtre étaient de calibre 40, mais cela montrait malgré tout que Moulton avait des projectiles, ce qui lui était formellement interdit. Ça nous a préoccupés. Thomas Moulton se soumit au test du détecteur de mensonges et accepta d'être interrogé en l'absence de son avocat. Did you kill Pamela Clark? No. Lors de l'interrogatoire, Moulton nia avoir joué un rôle dans le meurtre de Pamela Clark. Il respectait sa décision, même si elle avait décidé de le renvoyer en prison sous peu. Did you have anything to do with Officer Clark's murder? No. I wouldn't hurt her. I liked her. She was good to me. Il ajouta que les projectiles trouvés dans son appartement étaient pour un pistolet Smith & Wesson de calibre 9. Cette arme avait été volée 6 mois plus tôt. Quand les enquêteurs pressèrent Moulton de leur donner un alibi, celui-ci déclara qu'il ne se rappelait plus ce qu'il avait fait le soir du meurtre de Pamela Clark. The night of February 28, 2001? No. Have you been truthful in all your responses during this interview? Yes. Pendant l'interrogatoire, l'examinateur ne décela aucun mensonge chez Moulton. Test is over, relax. Did I pass? Can't tell you. Les policiers examinèrent ensuite les relevés téléphoniques de Moulton et découvrirent que celui-ci était au téléphone avec sa petite amie au moment du meurtre de Pamela Clark. Les enquêteurs rayèrent le nom de Moulton de leur liste de suspects. Ils étaient maintenant dans une impasse. Le meurtrier était toujours en liberté et il pouvait recommencer. Le 8 avril 2001, plus d'1 mois après le meurtre de Pamela Clark, était une journée printanière particulièrement chaude pour East Point. Cette nuit-là, il faisait environ 20 degrés. La plupart des gens profitaient de la chaleur et avaient laissé leurs fenêtres et leurs portes ouvertes. À quelques kilomètres de la maison de Pamela Clark, un retraité du nom de Chuck Boiler entendit quelqu'un s'approcher. Who's out there? Who's out there? Who's out there? Hey! Le projectile déchira la chair du bras de l'homme et se logea dans sa poitrine.
Il essaya de se défendre, mais il perdait beaucoup de sang. Le tireur s'attarda un peu sur les lieux. Puis, il disparut dans la nuit. Le lieutenant Russell Popham de la police d'East Point tenta d'obtenir une description de l'assaillant. Mais ce fut inutile. Il ne pouvait pas nous dire si c'était un homme ou une femme, de quelle race il était, ni quoi que ce soit d'autre. On lui a demandé qui pouvait lui avoir fait ça. Voulait-il quelque chose de lui? Et il a répondu « Non, je suis sorti par la porte et il m'a tiré dessus. » Les enquêteurs trouvèrent des indices qui confirmaient que quelqu'un avait tiré presque à bout portant sur la victime. Il y avait des résidus de poudre explosive sur la moustiquaire. Ça semblait vraiment un crime où le meurtrier visait sa victime directement, comme si cet homme avait été ciblé. Les policiers recueillirent une douille de projectiles. Elle était de calibre 40. Les enquêteurs trouvèrent ensuite un indice intrigant et volontairement laissé là par le tireur. C'était un mot où l'on pouvait lire « J'ai été emprisonné pendant 6 semaines. Quelqu'un doit payer pour ça. » À l'endos, le mot était signé avec un surligneur jaune. Le tireur disait s'appeler Jack. La police d'East Point essayait de comprendre ce que signifiait ce mot, tout en ignorant que le tueur continuait de déverser sa rage à quelques kilomètres de là. Moins d'1 heure après que Chuck Boiler eut reçu un projectile, la police d'East Point fut confrontée à un autre meurtre. Au printemps de 2001, la police d'East Point en Géorgie enquêtait sur le meurtre de l'agente de probation Pamela Clark. On ne disposait d'aucun suspect. 1 mois plus tard, un homme tira sur Chuck Boiler à bout portant et le projectile déchira la chair d'un de ses bras. Les policiers trouvèrent un mot laissé par le tireur dans lequel il disait s'appeler Jack. Moins d'1 heure après cette tentative de meurtre, un homme s'approcha d'une autre maison d'East Point. Ce n'était pas le tireur, mais plutôt une autre victime. Le personnel d'urgence d'East Point se précipita sur les lieux de cette deuxième fusillade le même soir. Les policiers apprirent que la victime s'appelait Andrew Wilson. C'était le concierge d'un hôpital du secteur. Quelques heures plus tard, Wilson mourut des suites d'une blessure de projectile dans le dos. Les policiers devaient faire la lumière sur ce qui était arrivé. Ils trouvèrent des réponses au bout de la rue de la victime. Le moteur d'une voiture tournait, mais il n'y avait personne à bord. En vérifiant le numéro de plaque, les policiers découvrirent qu'elle appartenait à la victime. À l'intérieur, ils trouvèrent des projectiles, ce qui indiquait qu'on avait fait feu sur Wilson alors qu'il arrivait à l'intersection à bord de sa voiture. La balle fatale était vraisemblablement passée par la lunette arrière et à travers le siège du conducteur avant de terminer sa course dans son dos. Après avoir reçu le projectile, Wilson était sans doute descendu pour chercher de l'aide dans le quartier. Les enquêteurs trouvèrent 5 douilles de projectiles sur les lieux du crime. Elles étaient toutes de calibre 40, comme celles qu'on avait retrouvées 1 heure plus tôt devant la maison de Chuck Boiler. Les policiers ne tardèrent toutefois pas à trouver des preuves indéniables que les deux affaires étaient reliées ensemble. La localité d'East Point était aux prises avec un tueur en série et il se faisait appeler Jack. Les policiers d'East Point ratissèrent le quartier à la recherche de témoins. Une femme avait vu un homme de race noire flâner dans le secteur avant la fusillade.
Elle l'avait vu marcher de long en large pendant 10 ou 15 minutes. Et elle avait trouvé ça louche. Elle avait appelé la police pour signaler sa présence. Yes, I was wondering if you could send out a patrol car to 5th and Brown. Yes, well, there's a man out here. I've never seen in my neighborhood. It's pretty scary and... Okay, thank you. En retournant à sa fenêtre, elle avait vu une voiture arriver à l'intersection. Bien qu'elle n'ait pas pu distinguer les traits du conducteur, elle avait bien vu son véhicule. Elle a vu une voiture américaine de modèle récent. Elle nous a donné tellement de détails à propos de cette voiture qu'on ne pouvait pas douter de ces informations. Elle savait de quel type de voiture il s'agissait. La femme n'avait toutefois pas pu voir le numéro de la plaque d'immatriculation. Au cours d'une seule soirée, Jack avait blessé gravement un homme et en avait tué un autre. Le plus frustrant à propos de cette enquête, c'est qu'on ne savait pas qui commettait ces crimes, ni pourquoi, et qu'on ignorait qui serait sa prochaine victime. 4 jours plus tard, soit le 12 avril 2001, une silhouette sombre s'approcha d'une autre maison d'East Point. La femme ignorait qu'elle était une cible. Elle n'entendit pas le coup de feu. C'est quand son téléviseur tomba en panne qu'elle se demanda ce qui n'allait pas. En voyant le trou de projectile, elle appela le service d'urgence. La police d'East Point répondit à cette nouvelle affaire. Les enquêteurs croyaient que le tireur avait ciblé la femme, mais qu'il avait frappé le téléviseur par erreur. Elle pouvait se compter chanceuse d'être encore en vie. On trouva ensuite un mot terrifiant qui indiquait que le tireur allait vraisemblablement faire de nouvelles victimes. On pouvait y lire « Vous feriez mieux de compter vos sacs à dépouilles ». On savait que ce type ne s'arrêterait pas et qu'on aurait de nouvelles victimes. La question était de savoir quand ça se produirait et combien de morts il y aurait. Les policiers ne doutaient pas une seconde de l'identité du tireur pour cette dernière affaire. C'était l'homme qui se faisait appeler Jack. Quelques heures plus tard, les experts judiciaires recueillirent un projectile dans le téléviseur de la femme. Il était de calibre 40, comme les projectiles des autres crimes imputés à Jack. Les enquêteurs d'East Point devaient arrêter celui-ci avant qu'il ne mette ses menaces à exécution et qu'on doive sortir de nouveaux sacs à dépouilles. Ils demandèrent l'aide d'autres services de police et du FBI. L'agent spécial Pete McFarlane du FBI examina les indices. Il reconnut les messages pour en avoir vu un semblable dans la voiture de la victime Pamela Clark, l'agente de probation. Au début, il avait cru qu'il ne s'agissait que d'un gribouillage d'enfant. Mais maintenant, il voyait bien que le meurtre de Pamela Clark était relié aux autres fusillades. Eureka. Eureka. C'est le mot qu'on a envie de dire. Eureka. Il y a un lien. On a pu établir un lien entre ces cas. C'était toujours la même écriture et c'était toujours écrit avec un surligneur jaune. C'était comme si cet individu essayait de nous dire « Je suis un tueur en série. Je tue des gens comme ça sans raison. » La similitude des messages indiquait que le tueur était méthodique, calculateur et constant. Chaque fois, Jack rédigeait ses mots sur une demi-page de papier blanc ordinaire. Les bords du papier étaient irréguliers, car chaque demi-page avait été coupée à la main. En outre, Jack signait chacun de ses mots avec un surligneur orange ou jaune. Les enquêteurs pensaient qu'un de ces messages contenait peut-être le mobile de ces crimes. Les enquêteurs fouillèrent alors les dossiers des prisonniers nommés Jack qui avaient été détenus pendant cette période de temps. Ils ne trouvèrent aucun suspect.
L'identité de Jack et le vrai mobile de ses crimes demeuraient un mystère. En tant qu'enquêteur, on était devant 4 scènes de crime, mais rien de concret. On n'avait aucun suspect, on n'avait personne. Les policiers retournèrent examiner le passé des victimes à la recherche d'un lien entre elles, d'une constante dans les attaques. La seule chose commune aux victimes était le fait qu'elles vivaient toutes dans les limites de la ville. Tout s'était passé à East Point. Le tireur n'était pas allé à College Park, juste à côté d'East Point, ni à Atlanta ou à Apeville ou ailleurs en périphérie. Tout était arrivé à East Point. Les enquêteurs savaient que lorsque le meurtrier frapperait de nouveau, ce serait à East Point. Quiconque vivait dans les limites de la ville pouvait être une cible. La police prit des mesures extraordinaires pour alerter le public. On eut recours à un système d'appel électronique pour composer les numéros de téléphone de tous les résidents d'East Point. Tous ceux qui décrochaient leur combiné pouvaient entendre un message relatif au meurtrier. Le message enregistré les avisait d'appeler la police dès qu'ils verraient quelque chose de suspect. Toute la ville était à cran. La police d'East Point travaillait de jour comme de nuit en allongeant les quarts de travail de chacun dans l'espoir de capturer Jack avant qu'il ne frappe de nouveau. Mais les policiers se battaient contre un tireur qui choisissait lui-même le moment et l'endroit où il commettrait ses crimes. On se sentait impuissant. Notre devoir était de protéger les citoyens d'East Point et malheureusement, on ignorait quand aurait lieu la prochaine fusillade et qui serait la prochaine victime. On ne savait même pas pourquoi ce tireur choisissait telle ou telle victime. Les enquêteurs craignaient de devoir attendre que Jack ne recommence. Un agent du FBI de longue date qui avait travaillé sur des cas de meurtre et de viol en série a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Il a dit « Vous allez devoir vous asseoir et attendre qu'il y ait un autre meurtre ». C'était la dernière chose qu'on avait envie d'entendre. « 12 jours plus tard, le 24 avril 2001, l'attente prit fin. À 1h30 du matin, Rosa Lewis rangea sa voiture devant son appartement d'East Point. Elle était la 5e victime de Jack. East Point, en Géorgie. Le 24 avril 2001, à 1h30 du matin, Rosa Lewis fut abattue dans sa voiture alors qu'elle arrivait devant son appartement. C'était le plus récent d'une série de meurtres commis au hasard qui avait fait 2 morts. Elle lutta pour rester en vie. Malgré les 4 projectiles qui avaient déchiré le flanc gauche de son torse. Sa colocataire appela le service d'urgence au moment où Rosa perdait connaissance. Des policiers d'East Point et des agents du bureau d'enquête de la Géorgie et du FBI se précipitèrent sur la scène du crime. Le lieutenant Russell Popham de la police d'East Point ne put obtenir tout de suite de réponse de la victime et il n'en obtiendrait peut-être jamais. On nous a dit qu'elle ne survivrait pas, qu'elle était dans un état critique. Sa tension était en chute libre et elle mourrait sans doute. Les enquêteurs se tournèrent vers les indices matériels qui se trouvaient sur les lieux. Une fois de plus, ils recueillirent des douilles de calibre 40. Il y en avait 4. Les enquêteurs savaient que le meurtrier, qui se faisait appeler Jack, avait utilisé une arme de ce calibre lors des 4 fusillades précédentes. Les agents trouvèrent un autre indice sur le toit d'une voiture sur laquelle le tireur s'était appuyé pour tirer.
On pouvait voir jusqu'où il s'était glissé sur le toit de la voiture pour viser l'autre auto. La détonation du fusil avait laissé une marque en V. Il était très près d'elle. Il n'aurait pas pu rater sa cible. Ce n'était pas comme s'il avait été à 10 ou 15 mètres de sa victime. Il était juste devant elle pour la viser. Les agents se mirent à la recherche de l'indice que Jack laissait systématiquement derrière lui. On s'est aussitôt mis à la recherche du message. Après avoir recueilli les douilles de calibre 40, on a cherché le mot. Mais on n'a pas pu le trouver à cause de l'obscurité. On n'a rien trouvé, et comme il ne ventait pas ce soir-là, on ne pensait pas que le mot s'était envolé. Mais on ne l'a pas retrouvé. Bien que les policiers n'aient pas retrouvé de message, ils relevèrent des similitudes entre le meurtre de Rosa Lewis et celui de Pamela Clark, l'agente de probation. Dans les deux cas, les femmes avaient été abattues alors qu'elles se trouvaient dans leur voiture et avaient reçu des projectiles à bout portant par la fenêtre du côté du conducteur. Les enquêteurs trouvèrent alors un indice troublant qui allait changer le cours de l'enquête. Rosa Lewis était également agente de probation. Elles se connaissaient car elles travaillaient ensemble dans le même bureau. Il ne pouvait pas s'agir d'une simple coïncidence. Les enquêteurs ne croyaient plus que ces meurtres étaient commis au hasard. Il devait y avoir un lien entre la mort de Rosa Lewis et celle de Pamela Clark. Les policiers interrogèrent la colocataire de Rosa Lewis et apprirent que l'agente avait emménagé là 2 mois plus tôt après avoir divorcé. Elle nous a dit qu'ils avaient divorcé d'un commun accord. Elle a même déclaré que l'ex-mari de la victime l'avait aidé à emménager. Il n'y avait aucune raison de croire qu'il y avait un mobile pour la tuer. Les agents et les enquêteurs firent du porte-à-porte afin de trouver un témoin de la fusillade. On a trouvé une femme qui vivait dans la rue derrière l'immeuble de la victime et qui disait avoir entendu un coup de feu. En regardant par la fenêtre, elle a aperçu une voiture bleue qui quittait le secteur. Elle nous a dit que la voiture ressemblait à une voiture d'une marque en particulier. Ça nous donnait donc une marque et un modèle. Il ne manquait que le numéro de la plaque. La femme n'avait pas vu le visage du meurtrier. Une fois de plus, les policiers disposaient seulement de la description d'une voiture. Plus tard, au cours de l'avant-midi, la police avisa la famille de Rosa Lewis de la tentative de meurtre, notamment son ex-mari William Lewis. On a frappé à sa porte et personne n'est venu nous répondre. On a frappé de nouveau à quelques reprises et l'on s'apprêtait à partir. On s'est retourné pour se rendre à notre voiture quand on a vu une voiture arriver. Or, cette voiture était similaire, si ce n'est identique à la voiture que notre témoin avait vue s'éloigner de la scène du crime. L'homme au volant était William Lewis. Les enquêteurs lui annoncèrent la tragique nouvelle. My Jake's wife. She's been shot multiple times. Quand on lui a dit qu'elle avait reçu plusieurs projectiles et qu'elle allait peut-être mourir, il n'a pas paru ébranlé. Il n'a pas demandé comment elle allait. Il ne nous a pas dit « je dois me rendre à son chevet ». Il ne nous a pas demandé ce qu'on ferait pour trouver le coupable. C'était comme si on lui avait appris une nouvelle peu importante. Les enquêteurs demandèrent à Lewis l'autorisation de fouiller sa voiture. Celui-ci consentit et ajouta qu'il s'agissait d'un véhicule loué. Aussitôt après le meurtre, les policiers auraient pu y trouver une arme, des projectiles ou un mot signé avec un surligneur jaune si William Lewis avait été Jack. Mais ils ne trouvèrent rien. Les enquêteurs demandèrent ensuite à Lewis s'il les autorisait à fouiller sa maison. Il accepta. Il n'y avait rien à signaler dans le séjour, mais il restait encore plusieurs pièces à fouiller.
Dans la chambre, les enquêteurs trouvèrent des articles qui auraient pu se trouver dans n'importe quel bureau d'une maison, mais dans ce cas-ci, ils étaient lourds de sens. J'étais debout dans la chambre et j'ai regardé vers sa commode. J'y ai vu plusieurs surligneurs. Ils étaient des mêmes couleurs que ceux qui avaient servi à signer les mots. Mr. Lewis, would you mind coming us back downtown for a little while? Would you? I mean, just need to go in and ask a few more questions. Is that okay? Downtown? Yeah. À la suite de cette découverte, les enquêteurs demandèrent à Lewis de venir au poste du centre-ville pour y être interrogé. Il accepta. Il se montrait très coopératif. Il voulait sans doute nous convaincre qu'il n'était pas l'auteur de ces crimes. Les policiers ne savaient pas encore s'ils venaient de faire monter Jack à bord de leur voiture ou s'il s'agissait d'une autre impasse. L'agente de probation Rosa Lewis était dans le coma après avoir reçu 4 projectiles à la poitrine. La police croyait qu'elle était la 5e victime d'un tueur en série qui se faisait appeler Jack. Les enquêteurs avaient trouvé des preuves indirectes qui indiquaient que William Lewis, l'ex-mari de la victime, pouvait être le coupable. Mais ils ignoraient toujours pourquoi il se faisait appeler Jack et pourquoi il avait commis ces meurtres. Pendant que Lewis était conduit au poste de police pour y être interrogé, des enquêteurs furent dépêchés au bureau où son ex-femme, Rosa Lewis, travaillait. Ils cherchèrent des indices dans son bureau. Cette agente de probation travaillait au même endroit que la première victime du tireur, Pamela Clark. Les 2 femmes étaient d'ailleurs des amies proches. Les enquêteurs trouvèrent des indices qui laissaient croire que Rosa Lewis craignait pour sa vie. Quelques semaines avant le drame, elle avait écrit une lettre qu'elle avait laissée dans son bureau. Elle y écrivait que si quelque chose devait lui arriver, son ex-mari serait responsable du crime. Par cette lettre, l'enquêteur Bobby Gray d'East Point apprit que William Lewis avait fait des menaces à sa femme pour l'empêcher de divorcer. Il lui avait dit des choses comme « Je connais des gens qui peuvent te faire du mal. Je sais comment me débarrasser de toi. » ou encore « Je vais te faire sauter la cervelle. » Rosa Lewis écrivait également que son ex-mari était mêlé au meurtre de Pamela Clark. Cette dernière avait aidé Rosa à traverser son divorce et lui avait recommandé un avocat. Cela avait rendu William Lewis foudrage. Dans son esprit, si Pamela n'avait pas convaincu Rosa de le quitter, celle-ci serait toujours avec lui. Il était si furieux qu'il s'en était d'abord pris à elle. Pamela avait été assassinée la veille du jour où Rosa quittait son mari pour de bon. Lors de l'interrogatoire du suspect, les enquêteurs montrèrent la lettre de Rosa à William Lewis. My ex-husband has been acting extremely irrational. Many people have cautioned me to be careful. On lui a lu la lettre pendant l'interrogatoire et on lui a demandé de nous parler des menaces qu'il avait faites à sa femme. Il nous a répondu qu'il ne s'agissait que de menaces en l'air et rien d'autre. Les enquêteurs demandèrent à Lewis de leur parler de sa relation avec sa femme. Ils apprirent que l'anniversaire du couple était le 8 avril, soit le jour où Chuck Boiler avait reçu un coup de feu et qu'Andrew Wilson avait été assassiné. On a émis l'hypothèse qu'il est resté chez lui pendant toute la journée de leur anniversaire de mariage et qu'il aurait sans doute souhaité que sa femme soit avec lui. On croit qu'il était si furieux qu'il est alors sorti et qu'il a tiré sur 2 personnes. Les enquêteurs qui examinèrent les relevés des cartes de crédit de Lewis apprirent qu'il avait loué une voiture le 8 avril. La voiture correspondait à celle qu'un témoin avait vue partir après le meurtre d'Andrew Wilson. Il nous a expliqué qu'il aimait louer des voitures. Il avait loué 2 voitures qui correspondaient toutes 2 à des véhicules que des témoins avaient vus partir après les fusillades. C'étaient des indices très importants. Au cours d'un interrogatoire exigeant de 3 heures, Lewis continuait de mentir ou de répondre vaguement aux enquêteurs. Il inventa des histoires d'ex-détenus qui voulaient tuer son ex-femme. Les enquêteurs n'eurent toutefois aucun mal à voir son jeu. Il était 17 heures quand on l'a arrêté pour la tentative de meurtre de sa femme. I love my wife, okay?
Mais Rosa Lewis n'était qu'une des 5 victimes ciblées par le tireur qui se faisait appeler Jack. Si William Lewis était cet homme, les policiers devaient le prouver. On devait établir des liens entre lui et ses autres crimes. On disposait de plusieurs preuves indirectes, mais on ne croyait pas à ce stade disposer d'assez de preuves pour pouvoir le faire condamner. L'agent spécial Pete McFarlane croyait qu'il pourrait établir un lien entre Lewis et les fusillades en faisant analyser les douilles et les projectiles. Le labo nous avait dit que les projectiles des scènes de crimes antérieures avaient été tirés avec la même arme. Autrement dit, les projectiles utilisés pour tirer sur Madame Lewis provenaient de la même arme. Le lieutenant Russell Popham savait qu'il détiendrait une preuve formelle dès qu'il mettrait la main sur l'arme du crime. À ce jour, on n'a jamais trouvé l'arme à feu. On a exécuté 8 mandats de perquisition sans jamais la trouver. Les enquêteurs saisirent les surligneurs trouvés dans la chambre à coucher de William Lewis. Ils étaient d'une marque très répandue. Même si l'encre de ces surligneurs était celle que l'on retrouvait sur les messages, un jury pourrait toujours avoir des doutes raisonnables. Les mots eux-mêmes, toutefois, pouvaient receler des indices judiciaires. Les techniciens qui examinèrent les mots à la recherche d'empreintes digitales ne trouvèrent que des traces illisibles. Ils découvrirent toutefois que le papier n'avait pas seulement été déchiré avec les mains. On croit que l'auteur de ces mots humectait le papier avec sa salive avant de le déchirer. C'est ainsi qu'il aurait laissé l'empreinte de ses lèvres. Une fois le papier humecté, il était plus facile de le déchirer le long du pli. Le tireur avait pris soin de ne pas laisser d'empreinte digitale sur les mots, mais les techniciens trouvèrent des traces de salive qui contenaient l'ADN du coupable. Les experts comparèrent l'ADN obtenu à celui de William Lewis. Les 2 codes étaient identiques. William Lewis était donc Jack. Même si on n'avait pas d'arme du crime, on avait son ADN. Sa salive se trouvait sur les mots qu'il avait laissés sur 3 scènes de crime. William Charles Lewis fut inculpé de 26 chefs d'accusation reliés à la série de meurtres. Le procureur local avait l'intention de demander la peine de mort. Son ex-femme, Rosa Lewis, sortit enfin de son coma après des mois d'hospitalisation et rentra à la maison. En septembre 2001, 5 mois après la tentative de meurtre de Rosa Lewis, les policiers furent dépêchés chez elle. Madame Lewis m'a appelé pour me dire qu'elle avait reçu une lettre et qu'elle ne l'avait pas ouverte. Elle voulait que je vienne la chercher. Je me suis rendu chez elle et je l'ai lue. C'était une lettre d'excuse de William. Par cette lettre, les enquêteurs connurent enfin l'étrange mobile du tireur. Il savait qu'il ferait beaucoup de mal à sa femme en tuant cette première victime, qui était l'amie de sa femme. Quant à la 2e, la 3e et la 4e victime, ce n'était que des fausses pistes pour berner les policiers. Cette lettre venait clore le dossier de William Lewis et sceller son destin à jamais. Non seulement on avait trouvé son ADN sur les scènes de crime, ce qui suffisait à le faire condamner, mais en plus, on avait ses aveux et le mobile de ses crimes. William Lewis plaida coupable à tous les chefs d'accusation. Il fut condamné à la prison à vie, plus 191 ans sans possibilité de libération conditionnelle. Dans l'hypothèse où on ne l'aurait pas arrêté, on s'est tous demandé si à un moment donné, il aurait continué à tirer ainsi sur des gens avec la seule intention de nous berner et de ne pas être soupçonné du meurtre de sa femme. Je crois personnellement que c'est ce qu'il aurait fait. Seul William Lewis sait combien d'autres victimes il aurait tuées pour brouiller les pistes.
Grâce aux efforts combinés de la police d'East Point, du bureau d'enquête de la Géorgie et du FBI, on s'est assuré qu'il n'aurait plus jamais l'occasion de tuer d'innocentes victimes.